Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une rediffusion de conférence que j'ai pu tenir cette semaine à propos de tout le grabuge qui peut se passer au Moyen-Orient. L'objectif c'est que vous puissiez de manière extrêmement professionnelle savoir où on en est et surtout ce qu'on va pouvoir patienter du conflit. Je vous laisse justement avec les différentes conclusions que j'ai pu tirer de cette situation et donc inévitablement parlant les conséquences qui pourront intervenir sur le marché dans les mois qui pourront arriver si jamais on n'a pas une détente immédiate du conflit. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. Donc évidemment quand la géopolitique commence à casser la mécanique de la mondialisation, depuis plusieurs semaines, la confrontation entre l'Iran et les États-Unis franchit finalement progressivement de nouveaux seuils, ce qui finalement ressemblait encore récemment à une confrontation indirecte avec des frappes ciblées, des pressions diplomatiques, des cyberattaques, des tensions régionales, des drones, etc. où la géopolitique finalement commençait à interférer directement avec les flux énergétiques mondiaux et surtout la logistique maritime et la stabilité financière. Sauf qu'à l'heure actuelle, la situation est devenue beaucoup plus préoccupante pour la raison la plus simple du monde, c'est que les routes maritimes, évidemment, vous connaissez, sont désormais sous pression simultanée. Le détroit d'Ormuz est bloqué depuis quasiment une vingtaine de jours, une trentaine de jours, d'accord, donc c'est quand même très important. Et dans le même temps, on a appris que les Houthis du Yémen, donc c'est un mouvement qui est évidemment soutenu par l'Iran, ils ont annoncé leur implication dans le conflit, ce qui fait quand même peser un risque croissant sur un autre point stratégique qu'on appelle le détroit de Bab el-Mandeb, qui est porté en mer Rouge et qui passe ici directement par le canal de Suez. Alors, c'est très inquiétant, d'accord, c'est très inquiétant parce que le Yémen ici en fait ils sont copains avec l'Iran pour vulgariser le propos, sauf que c'est l'Iran qui leur dit quoi faire, d'accord, très clairement c'est les commanditaires. Ça signifie que si l'Iran leur dit ok, les Américains commencent à devenir un peu trop pénibles, on va monter finalement l'échelle d'agressivité, tu me perturbes le détroit de Bab el-Mandeb, donc déjà qu'on peut plus passer par ici, d'accord, il y a quand même énormément d'exportation de pétrole, c'est très compliqué, si en plus on peut plus passer par là, on va plus en Europe. D'accord, donc on est obligé de passer pour faire tout le tour de l'Afrique, d'accord, on rajoute 10 à 15 jours de transport, on augmente les prix, enfin bref, c'est une cata, vous allez comprendre par la suite. Autrement dit, deux des plus grands points de choke points énergétiques et commerciaux du monde pourraient se retrouver simultanément perturbés. Ce scénario n'est pas simplement militaire, il est économique, énergétique et financier. L'erreur de lecture la plus fréquente, ça consiste à croire que parce que l'Europe elle importe relativement moins de pétrole par exemple de l'Iran et par exemple de l'Asie ou quoi que ce soit, elle pourrait rester en marge du choc. Ça signifie qu'elle pourrait ne pas avoir de soucis. Évidemment, c'est totalement faux. D'accord, l'Europe, elle n'est pas protégée en fait par l'Iran, d'accord. C'est pas parce qu'il se passe des conflits ici qu'elle est protégée. Et c'est peut-être la plus grosse erreur qu'on pourrait y penser. Souvent, on pense que parce que ça se passe loin de chez nous, on va pas avoir de problème. C'est peut-être même parfois pire. Parce que la France, elle est extrêmement exposée à ce qui se passe, et même l'Europe en règle générale, parce qu'elle a une dépendance finalement au prix mondial marginal de ce qui peut être produit en Asie, et surtout des grandes routes maritimes, et à la concurrence planétaire pour notamment les cargaisons disponibles. Le sujet, c'est pas seulement d'où vient le pétrole qu'on importe et qu'on utilise quotidiennement, mais c'est à quel prix l'Europe, elle doit désormais acheter l'énergie quand tous les grands flux mondiaux se contractent et potentiellement se réorganisent. Et la mécanique, elle est très simple, mais elle est redoutable. Si Hormuz ici, ça reste quasiment paralysé pour encore très longtemps, l'Asie, en fait, elle reçoit autour de 80% des flux de pétrole brut raffinés grâce à ce détroit. Ça signifie que si ça reste fermé encore plus longtemps, les dégâts sur l'Asie sont 10 fois plus importants à court terme que ceux sur l'Europe, mais encore une fois, et c'est Reuters qui le souligne parfaitement et explicitement, la douleur elle est d'abord asiatique, mais elle se propage ensuite au reste du monde, parce que les raffineurs et les importateurs asiatiques, en fait, ils attirent à eux les cargaisons rares depuis l'Atlantique. Ça signifie que tout ce qu'ils exportent, tout ce qu'ils vendent, ils vont d'abord l'utiliser pour eux, d'accord, avant de vouloir le vendre aux autres. C'est très important de le comprendre. De plus, l'Europe, elle est très dépendante finalement des chaînes de production asiatiques. On importe énormément d'Asie, de toute cette partie-là du monde. Ça signifie que soit on va payer plus cher, soit on ne pourra simplement pas importer, parce qu'ils vont d'abord le consommer pour eux, avant même de vouloir en donner aux autres, ce qui est plutôt logique. Donc,
L'Asie, elle est en stress énergétique, ce qui vient mettre en place des achats d'urgence, détournement des cargaisons disponibles directement pour eux, réenchérissement mondial du baril, du diesel, du jet fuel, du kérosène, du fret et des primes d'assurance. Et l'Europe est touchée sans même dépendre directement du brut asiatique. Et ça, c'est une image que j'ai mise sur Instagram dans mes réels, mais 80% de ce que du pétrole d'Asie part du détroit d'Ormuz. Par ici le détroit de Malacca, ici vous avez Bab el-Mandeb, etc. D'accord, donc c'est très 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 compliqué, le canal de Suez, j'en passe. Tous ces pays-là sont actuellement avec une boussole au-dessus de la tête, parce que si ça ne se libère pas, ça va être une crise très 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 importante, déjà qu'elle est importante, mais encore plus importante. À cela s'ajoute finalement le fait que l'Europe n'importe pas seulement du brut, elle importe aussi, vous le savez, des produits raffinés. Donc par exemple, on part de Taïwan ou de l'Asie, on passe par le détroit de Malacca, ici on passe en dessous de l'Inde, on passe ici par Bab el-Mandeb, par ici le canal de Suez pour remonter directement en Europe. D'accord ? Sauf que si ça s'est fermé, ici on a des primes d'assurance qui augmentent parce que la mer d'Arabie est un territoire de guerre, il faut faire tout le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance pour arriver en Europe. Sauf que les bateaux, ils fonctionnent pas avec du vent. Ok, on a quand même bien évolué. Donc le prix forcément va augmenter parce que le coût du transport va augmenter et on a une inflation importée qui est beaucoup plus conséquente. Donc comme je vous l'expliquais ici, elle importe aussi des produits raffinés, des biens industriels, des intrants et des composants dont les coûts logistiques dépendent du prix du transport maritime et du prix du carburant. Si Bab el-Mandeb juste ici devient à son tour trop risqué, le corridor de la mer Rouge qui se situe juste là, d'accord, entre finalement donc le corridor qui est une des plus grandes artères du commerce entre l'Asie et l'Europe se dégrade encore davantage. Le problème n'est alors plus finalement seulement le pétrole, il devient logistique au sens large, temps de traversée plus long, rotation des navires plus lente, congestion, hausse du coût des transports et des tensions sur les stocks industriels. C'est exactement ce que reflètent déjà les enquêtes du PMI de la zone euro, dans les délais de livraison qui sont plus mauvais, une hausse des prix dans l'industrie et la croissance proche de la stagnation. Autrement dit, toute la façade européenne ne peut pas rester à l'écart pour une raison budgétaire, monétaire. D'accord ? Et forcément, une hausse prolongée de l'énergie, ça agit comme une taxe externe sur des économies déjà extrêmement fragiles. Comme vous le savez, la France, elle n'a pas les moyens à l'heure actuelle de pouvoir donner énormément d'aide parce qu'on a une dette qui est tellement conséquente, des intérêts sur la dette qui sont tellement conséquents que si on augmente la dette, on n'aura pas la croissance nécessaire pour payer et là on risque vraiment de rentrer dans une crise de la dette beaucoup plus précipitée. Donc quand l'énergie elle monte, les ménages arbitrent davantage, ok, c'est logique dans votre quotidien. Si par exemple vous prenez la voiture tous les jours pour faire une demi-heure de route pour aller au travail aller-retour, forcément vous allez payer plus cher sur votre salaire de l'essence. Donc vous allez dire cette semaine par exemple on fait pas de sortie. Donc les entreprises, elles voient aussi leur marge comprimée, ok, parce que quelque part toutes les matières premières coûtent plus cher, tout coûte plus cher. Les restaurants par exemple qui font de la livraison en scooter, si le plein du scooter est à 10 euros mais qu'il est à 20 euros et que par exemple il y a 3, 4, 5 pleins de scooters dans la semaine, ça augmente finalement la charge d'exploitation entre guillemets de la société et donc inévitablement parlant si vous voulez on a une baisse de la croissance, une baisse de l'activité parce qu'ils vont être obligés d'augmenter leur prix pour conserver leur marge bénéficiaire, d'accord, et donc l'Union Européenne l'a dit elle-même, même une perturbation relativement courte de l'offre énergétique pourrait retirer 0,4% de croissance à l'Union Européenne en 2026 et ajouter jusqu'à 1 point d'inflation. Si le choc dure davantage, l'impact sur la croissance pourrait atteindre 0,6 points en 2026 comme en 2027. Il faut comprendre que 0,4 points, 0,6 points, 1 point à l'échelle européenne, c'est absolument gigantesque. D'accord, c'est très 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 important. De plus, ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez les obligations françaises. Vous savez, les obligations françaises, c'est la dette de la France en circulation. Vous, imaginons que vous êtes investisseur, ok, et que vous voyez tout ce qui est en train de se passer dans l'économie. Vous allez vous dire, oula, attends, je commence à paniquer parce que moi j'ai acheté de la dette de la France, mais cette situation économique, elle commence à s'affaiblir, elle devient de moins en moins bonne. Je tiens sa dette sur 10 ans. Est-ce que par exemple, à 10 ans, elle va être capable de me rembourser ? Donc, en fait, c'est simple. Je dis, ok, il y a plus de risques pour que tu ne me rembourses pas. Donc finalement, j'augmente les intérêts que je veux sur ta dette. D'accord ? Je veux que tu me payes plus d'intérêts que, entre guillemets, ce qu'il y en avait avant dans une situation calme. Et donc ça, c'est des charges d'intérêt de la dette. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est le chaînage. Ormuz ici, il est sous pression.
d'accord, il n'est pas sous pression pour un petit problème dans le Golfe. Ok, on est vraiment sur une guerre très importante. Bab el-Mandeb, il est sous menace. D'accord, et c'est entre guillemets un problème de la mer Rouge. D'accord, vous avez ici le Yémen, et ça c'était en 2024 avec les Houthis du Yémen qui venaient bombarder des pétroliers. Bon, c'est très important. Et donc les deux ensemble, ça devient un problème européen parce que l'Europe est l'aval d'un système mondial où les cargaisons, les prix et les navires se réallouent en temps réel. Si l'Asie aspire les volumes disponibles parce qu'ils en ont besoin, l'Europe elle paye plus cher, voire même ils vont rien recevoir. Si les flux se rallongent, l'Europe elle paye plus cher. Si les assurés revalorisent le risque, l'Europe elle paye plus cher. Et si les États tentent d'amortir le choc, les marchés obligataires se mettent à revaloriser les risques budgétaires. Parce que ici, si vous dites voilà, on a mis un plan de sauvegarde, on va dire, sur la table, on a libéré 100 milliards. Ouais, mais ces 100 milliards, ils sont pas gratos, d'accord? Parce que c'est 100 milliards de dettes en plus, ok? 100 milliards de dettes, en fait, si vous voulez, c'est court terme, mais dans tous les cas, cette dette va falloir la payer à long terme, d'accord? Donc ça a augmenté la charge d'intérêt de la dette, bref, ça va être une véritable catastrophe. Et les conséquences sont directes sur le prix de l'essence. Et c'est pas une simple traduction mécanique du prix du baril, hein, mais entre guillemets, c'est parce que le baril, ça reste quand même la base du système. Il faut ajouter quand même le raffinage, la distribution, le transport, la fiscalité aussi des entreprises qui vendent de l'essence. Et dans un choc de guerre, les primes d'assurance, évidemment aussi la rareté de certains produits raffinés, et parfois même des phénomènes de stockage préventifs. C'est justement pour cela qu'un choc géopolitique majeur se diffuse souvent plus violemment sur certains carburants finis que sur le Brent coté à l'écran. Ici, il faut quand même comprendre que depuis le début du conflit, le Brent il a bondi de 59% entre le 27 février et le 30 mars. Mais en Asie, les prix physiques de certains produits raffinés ont réagi encore plus brutalement. Parce que, en fait, on va mettre les prix, ok, auxquels on doit être rentable pour les prochaines importations futures. Le jet fuel à Singapour a plus que doublé par rapport à février, le gasoil a lui-même quasiment doublé et l'essence a fortement progressé. Cela veut dire que le goulot d'étranglement ne se limite pas au brut, il touche aussi le cœur du raffinage des produits effectivement consommés par les économies. Et vous voyez, vous avez beaucoup d'infrastructures pétrolières en plus ça qui se sont fait bombarder, qui sont légitimement détruites, et ça prend beaucoup de temps pour les remettre en place. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, même si tout se termine dans l'heure où je vous parle, il va falloir du temps avant que tout puisse se replacer convenablement parlant. Et là, vous avez vu l'explosion finalement à Singapour, d'accord, de ce côté-là, du jet fuel, de l'essence, du gasoil, bref, tout a légitimement explosé. C'est absolument gigantesque et ça se fait ressentir tout de suite. Et donc en France finalement la sensibilité du prix à la pompe à une hausse du brut, d'accord, elle est partiellement amortie par ce qu'on appelle la structure fiscale. Bon, c'est faux en réalité, mais seulement partiellement. Quand le pétrole il monte très très vite, la partie matière première plus raffinage plus logistique elle grimpe, même si la taxe fixe n'évolue pas au même rythme. C'est précisément pour cela que Bercy a convoqué les distributeurs début mars afin de vérifier que la hausse facturée aux consommateurs ne dépasse pas l'augmentation justifiée par le conflit. Et ça, je veux dire à quel point l'État se régale sur la situation actuelle. Parce que en fait, ils arbitrent les choses avec beaucoup de malhonnêteté. C'est-à-dire que sur 1 litre de gasoil et d'essence que vous allez payer par exemple à la pompe, il y a 60% de taxes. D'accord ? Ça signifie que 40% entre guillemets, je vais vraiment vulgariser le trait, même si c'est pas exactement ça, 40% entre guillemets de ce que vous payez, d'accord, donc dans le reste, ça va être par exemple le raffinage, Total Énergie, bref, tout genre de choses, ainsi que la marge finalement aussi de l'entreprise en question. Et si par exemple les raffineurs ou les entreprises de pétrole elles augmentent les prix, bah en fait c'est pour la bonne et simple raison que pour elles aussi ça coûte plus cher de ramener du pétrole à la maison, d'accord, ça coûte plus cher entre guillemets d'importer du pétrole et de la main d'œuvre, enfin, si vous voulez leur charge d'exploitation elles augmentent, c'est pour ça qu'elles augmentent les prix. Par contre de l'autre côté l'État ne baisse pas ces taxes, c'est-à-dire que il y a toujours 60% de taxes, que ce soit sur 1 euro le litre ou 2 euros le litre. Donc qui s'en met plein les poches? La vérité c'est que c'est pas forcément entre guillemets les entreprises qui vendent du pétrole, peut-être qu'elles gagnent un peu plus de sous, mais en attendant elles ont plus de frais pour amener finalement l'essence. Mais c'est surtout l'État qui ne fait aucun effort pour finalement réduire la facture. Mais comme on l'a vu, l'État ne peut pas faire d'effort pour réduire la facture, parce que les rendements obligataires sont tellement hauts que si vous voulez la charge d'intérêt de la dette elle augmente. Donc par exemple ce qui gagne en plus sur
2 euros le litre avec 60% de taxes, en fait, c'est des recettes qui vont permettre aussi d'équilibrer la situation. Alors, j'ai pas les chiffres à vous donner, pour être honnête avec vous, mais c'est aussi, si vous voulez, une partie de balance, entre guillemets, qui leur permet à eux de rester solvables. Vous voyez à quel point il y a beaucoup de malhonnêteté et que c'est pas uniquement la faute des méchants producteurs de pétrole. C'est pas forcément vrai. D'accord ? Et donc le raisonnement économique est alors le suivant. Hormuz est fortement perturbé, perte nette des flux mondiaux, reconstitution des besoins asiatiques en dehors du Golfe, hausse des prix internationaux des cargaisons disponibles, hausse du coût du diesel, du kérosène et de l'essence, hausse du prix à la pompe en Europe. Et si Bab el-Mandeb est aussi menacé, on ajoute une seconde couche. Détour par le cap de Bonne-Espérance, comme vous l'avez vu, c'est en dessous de l'Afrique, rotation des navires beaucoup plus lente, congestion des coûts d'assurance plus élevés, parce que si par exemple à la base vous avez 10 jours de trajet, mais que là vous en mettez 30, vous avez payé 20 jours d'assurance en plus. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Reuters souligne même que si les Houthis finalement fermaient effectivement Bab el-Mandeb, une partie des exportations saoudiennes redirigées finalement vers la mer Rouge deviendrait elle-même plus compliquée à acheminer, ce qui amplifierait finalement encore la tension sur les flux. Et là, je vous ai fait un tableau très intéressant avec justement l'origine du pétrole que la France reçoit. Donc par exemple, ici on peut voir que la France, elle reçoit entre 18 à 22% du pétrole qu'elle consomme finalement des États-Unis, de la Norvège, mais aussi énormément de l'Arabie Saoudite, énormément du Kazakhstan, énormément de l'Irak. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, on passe par le détroit d'Ormuz, puis Bab el-Mandeb, puis le canal de Suez. Là, on passe par la mer Rouge, par le Bosphore, par la Méditerranée, par Ormuz, par Bab el-Mandeb, par le canal de Suez. D'accord ? Donc si on fait des calculs complets, en fait on est à 20%, d'accord ? Donc on va dire 15%, plus 15%, ok, à peu près 10% si vous voulez, plus 6%, d'accord ? Plus l'augmentation du prix, aussi, parce que il faut comprendre que même si vous importez encore du pétrole des États-Unis, vous l'importez plus cher. Donc en fait, on a à peu près 25%, si ce n'est 30% du pétrole qui n'arrive pas en Europe. D'accord ? C'est une catastrophe monumentale. Et là, ça crée un choc énergétique très important. Le plus important n'est pas seulement le niveau absolu du litre, mais la vitesse du choc et sa diffusion dans le reste de l'économie, comme je vous l'explique depuis longtemps. L'essence plus chère, ce n'est jamais seulement l'automobiliste qui paye, c'est aussi le transport routier, la pêche, l'agriculture, la livraison, la logistique du dernier kilomètre, puis les prix alimentaires et les services. Quand le diesel monte, une grande partie finalement de la chaîne productive remonte avec lui. Quand le kérosène monte, les coûts finalement de l'aérien et du fret express aussi suivent. Quand le nafta et les dérivés pétrochimiques montent, l'industrie paye aussi inévitablement parlant. C'est pour cela qu'un choc pétrolier n'est pas un simple sujet énergétique, c'est une hausse du coût de presque toute l'économie réelle. Il faut aussi intégrer le facteur comportement. Dès que les ménages perçoivent un risque de pénurie ou finalement de nouvelles hausses, ils modifient leur comportement. Remplissage plus fréquent, achat préventif, report de certaines dépenses vers finalement des postes obligatoires. Les gens vont faire des réserves de pétrole, des réserves de pâtes, des réserves de viande, et ça crée des pénuries. Même si la France n'est pas en pénurie nationale, les tensions locales sont visibles dans certaines stations finalement qui peuvent évidemment renforcer des comportements et accélérer ponctuellement les ruptures. Et là vous l'avez vu, je vous l'ai envoyé au 28/03/2026, on avait déjà en France 207 stations qui étaient en rupture partielle, évidemment beaucoup centralisées sur Paris et les grandes villes, et 28 stations en rupture totale, et ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous pouvez le penser. Donc s'il faut saisir, c'est que le prix de l'essence, c'est la première traduction politique et sociale d'un conflit géopolitique qui est lointain, et c'est le moment où la guerre quitte les cartes militaires et elle entre finalement dans le quotidien inévitable des ménages. Et lorsque cela se produit dans un contexte européen déjà marqué par la fatigue inflationniste des dernières années, évidemment avec le Covid que vous connaissez, l'effet psychologique peut être évidemment presque aussi important finalement que l'effet réel sur le budget. Et vous voyez bien à quel point on a un État qui ne fait pas d'efforts, mais qui ne peut pas faire d'efforts. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas, ils disent « Ouh, les méchants politiques !» Non, t'as pas compris, Sébastien. C'est que si l'État baisse, par exemple, de 50% de la TVA sur l'essence, en fait, il gagne moins d'argent, mais la charge d'intérêt elle augmente parce que les obligations à 10 ans elles augmentent. Et je peux dire qu'un pays comme la France n'a certainement pas intérêt
à balancer le fait qu'ils baissent leurs recettes, surtout dans l'état actuel de la dette. Baisse de la TVA sur l'essence est inefficace et coûteuse. Alors, c'est faux, d'accord, c'est surtout coûteux plutôt qu'inefficace, c'est un mensonge. On n'en est pas là justement sur un choc pétrolier. Alors, il a rétro-pédalé parce qu'il avait dit que c'était un choc pétrolier. Bah, il a totalement tort, et je viens de vous le démontrer entre guillemets en quelques secondes. Et surtout, on a peut-être le plus honnête de tous, mais bon, je ne vais pas lui jeter des fleurs non plus. C'est finalement le gouverneur de la Banque de France qui dit qu'en fait, on n'a plus d'argent et qu'on n'a pas les moyens actuellement d'aider qui que ce soit. Parce que si on les aide, c'est vraiment une catastrophe globale. Et surtout, il y a un risque d'implication militaire plus large, parce que vous avez bien compris que la France, malgré le fait qu'elle ait dit aux États-Unis non, on ne viendra pas vous aider, vous vous débrouillez, nous on se met juste en posture défensive, en fait ils ont une implication plus conséquente. Et d'ailleurs Donald Trump aujourd'hui leur a balancé quand même pas mal de choses assez importantes. Je cite: le pays qu'est la France n'a pas autorisé des avions à destination d'Israël chargés de fournitures militaires et a surtout survolé son territoire. La France s'est montrée très peu coopérative concernant le boucher de l'Iran qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis s'en souviendront. Il faut vraiment comprendre que la France, les pays européens sont très clairement, entre guillemets, sous domination américaine. D'accord, c'est important de le saisir. Ils ne sont pas du tout indépendants. Sur certains points, oui, mais bon, quand vous importez 25% de votre pétrole des États-Unis, vous pouvez juste dire amen pour le coup. Mais il faut être précis. On ne peut pas sérieusement dire qu'à ce stade, on a une entrée directe de l'OTAN, de l'Europe, de l'Allemagne, bref, tout genre de choses. Parce qu'en fait, ils ne l'ont pas annoncé. Mais en fait, c'est très clair qu'il y a plusieurs quand même capitale occidentale qui se prépare déjà à l'hypothèse où il faudrait sécuriser les routes maritimes et évidemment potentiellement aider à réouvrir le détroit d'Ormuz, défendre le canal de Suez et potentiellement Bab el-Mandeb, pour la bonne et simple raison que le Charles de Gaulle est rentré en Méditerranée. Pour l'anecdote, il a été repéré parce qu'il y a un officier qui a utilisé l'application Strava, qui a couru sur le porte-avions et on savait qu'il était du côté de Chypre. D'accord, bon, c'est une sacrée boulette, je peux vous le dire. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je pense que c'est une sacrée connerie, c'est pas forcément prévu à mon avis. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est ici actuellement. D'accord. Alors est-ce qu'il a traversé le canal de Suez ou pas, est-ce qu'il est en mer Rouge ou pas? Autant dire que le cas français il est particulièrement parlant parce qu'on s'apprête éventuellement à protéger une partie de ce détroit, tout du moins montrer qu'il y a de la présence militaire. Alors c'est pas la preuve d'une entrée en guerre, c'est surtout la preuve d'une anticipation potentiellement opérationnelle et d'un positionnement en amont pour éventuellement disposer d'options militaires, de présence aéronavale, de capacité de commandement et surtout de couverture régionale si la situation elle se détériore davantage. Ce qu'il faut saisir aussi, c'est que en fait, le fait que le Charles de Gaulle il soit placé en Méditerranée orientale, c'est pas vraiment anodin, d'accord. Un porte-avions, faut comprendre que c'est pas seulement un symbole, c'est une plateforme de puissance, d'accord. Comme je vous l'ai dit une semaine avant que les Américains attaquent l'Iran, ils avaient déplacé l'Abraham Lincoln, je dis ouh, ça sent pas bon, ok, c'est pas une bonne chose. Historiquement parlant, à chaque fois qu'on l'a déplacé, il y a toujours eu un conflit, tout du moins une intervention. Et l'Iran, c'est pas n'importe quel pays, il n'y avait pas le détroit d'Ormuz. Donc on était rentré sur le pétrole, on avait couvert le portefeuille, et bah forcément derrière il s'est passé ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut saisir, c'est qu'un porte-avions, ça permet d'assurer surtout de la chasse embarquée, de la reconnaissance, de la défense aéronautique, d'accord, et surtout aérienne, et surtout du commandement, ce qu'on appelle interarmé, du soutien d'opérations navales ou aériennes. Bref, le placer près de Chypre, donc Chypre est européen, faut pas l'oublier, à l'entrée de l'Europe, et de la façade de ce qu'on appelle de Léventine, dans le golfe de Léviathan, pas très loin de l'Israël, ça donne à Paris de la profondeur opérationnelle pour potentiellement couvrir le théâtre de la Méditerranée. En gros, vous avez Chypre qui est juste ici, d'accord, vous avez le golfe de Léviathan qui est juste là, et le porte-avions a priori se situerait dans cette zone ici même, donc forcément l'interprétation elle est quand même très cohérente, d'accord, il y a quand même des démarches, on va dire, de la France pour éventuellement préparer une mission future pour la réouverture de Hormuz. Alors est-ce que ce sera le cas ou pas? J'ai l'intime conviction que personne ne peut le dire. Par contre, on ne peut pas ignorer les empreintes de pas qu'on voit finalement dans le sable. D'accord, et actuellement, c'est quand même assez important d'observer. De plus, la France a quand même consulté 35 pays, d'accord, au sujet de ce qui se passe à Hormuz. Ça, c'était le 26 mars 2026. Donc en fait, on commence à parler, entre guillemets, d'une potentielle implication vis-à-vis des hostilités. Il faut comprendre que c'est la première phase qui est envisagée de tous ces pays-là. Et le premier objectif, ce serait potentiellement le déminage, d'accord, suivi évidemment potentiellement d'une phase de protection des tankers. Encore une fois, il faut bien mesurer ce que ça signifie. Si on parle déjà de déminage, d'escorte, d'un scénario, entre guillemets, potentiellement d'une simple normalisation spontanée, en fait, si vous voulez,
l'Iran, ils vont pas se laisser faire, hein. Ils vont évidemment rétorquer à tout ça. Donc pourquoi on va dire cette logique peut-être conduire à une implication plus large? Parce que les marines occidentales ont historiquement une mission structurante, d'accord, garantir les libertés de navigation. Si Hormuz et Bab el-Mandeb restent durablement sous menace, il ne s'agit plus seulement finalement de soutenir un allié ou de répondre à un incident ponctuel, il s'agit de préserver la continuité matérielle finalement du commerce mondial. Or, dès lors que la question devient qui rouvre la route, le conflit prend une dimension bien plus large. On passe d'une guerre régionale à des crises finalement de biens communs autour entre guillemets de ce qui peut se passer comment je peux dire dans l'économie en règle générale. Du côté américain, la logique elle est encore plus lourde, et ça c'est le Washington Post qui en parle. Il y a des parachutistes et un nombre de militaires très important qui sont arrivés au Moyen-Orient, et je veux dire on ne déplace pas des militaires pour rien. Alors ça peut être de la menace, on peut ne pas y aller, c'est ce qu'on appelle pas du hard power mais implicite pour le moment, mais il peut très très rapidement devenir direct. Donc eux, leur objectif, ça serait de potentiellement intervenir sur l'île de Kwarg. Donc je vous ai déjà parlé, je crois que j'ai une petite carte à côté. Non, l'île de Kwarg, en gros, c'est ici, vous savez, on en a parlé, vous avez l'Iran, il y a la petite île qui est ici, et en fait, l'île de Kwarg, je voulais le noter, c'est 90% des exportations du pétrole iranien. Et ça pourrait être un objectif très très intéressant à atteindre pour les Américains, pour la bonne et simple raison que ça forcerait les Iraniens à devoir négocier. On va dire, attends, mon coco, vient de te couper 90% de tes vivres, et à un moment donné, il va falloir que tu discutes, que potentiellement tu te soumets à nos conditions, parce que sinon on ira plus loin. C'est pour ça que je vous explique que le conflit à l'heure actuelle, je peux pas vous dire qu'il est terminé ou que ça se passe bien. Non, c'est tout l'inverse en fait. D'accord, on a vraiment une préparation sous-jacente qui n'est pas forcément rigolote. Autrement dit, plus Washington veut neutraliser la menace maritime à la source, plus il risque d'ouvrir un cycle d'escalade où la protection des routes devient une mission de guerre beaucoup plus large. Le point le plus sensible est là. Une coalition navale défensive pour sécuriser le trafic n'est pas équivalente à une campagne terrestre pour neutraliser les capacités iraniennes. La première, elle reste dans la logique de protection de navigation, et la seconde, ça bascule quand même dans une logique de coercition directe sur le territoire iranien. Or, c'est précisément cette bascule qu'on pourrait voir si le conflit change de nature. Et vous le voyez bien, ça fait 31 jours qu'on a des problématiques, d'accord, et que le détroit d'Ormuz est totalement fermé. Ça, c'est un screen d'hier, on a 0 bateau qui sont passés. D'accord, c'est très important. Et forcément, les marchés financiers commencent déjà à réagir. On en parlera après dans la deuxième partie. Mais comme vous le savez, évidemment, c'est l'économie qui traduit tout un petit peu avant tout le monde, et surtout le goût du risque sur les marchés. Et c'est ce qu'on voit finalement depuis plusieurs semaines. Pas une simple nervosité ordinaire, c'est plutôt une hausse de volatilité, des écarts, ce qu'on appelle bid-ask, donc entre les acheteurs et les vendeurs, qui s'élargit énormément, des difficultés d'exécution parce que tout le monde n'intervient pas beaucoup, donc dès que tu interviens sur le marché, boum, tu peux prendre du spread, tu peux prendre... la liquidité, entre guillemets, sur certains segments, elle est en train de sévèrement diminuer, d'accord, c'est pour ça qu'on a des écarts importants, et sur les contrats de taux européens, on a quand même une liquidité qui est tombée environ 10% de la normale au-dessus du moment du stress, c'est très très peu, c'est énorme, pardon. Donc il faut comprendre que ça signifie une dégradation de liquidité, et quand les teneurs de marché veulent prendre moins de risques, ils élargissent les fourchettes de prix, réduisent leur taille, demandent plus de temps pour exécuter, et surtout deviennent beaucoup plus sélectifs. Comme vous le savez, ce qui fait tourner les marchés, c'est la liquidité. Si la liquidité, elle diminue, d'ailleurs c'est une cata. Donc le coût implicite du refinancement de la couverture monte pour tout le monde. Quand cela finalement touche les obligations souveraines, le sujet devient macroéconomique. Il y a des fissures apparentes finalement sur la dette des États parce qu'ils sont au cœur du système financier. Donc sur le fond, le marché reprice plusieurs choses en même temps. D'abord le risque inflationniste. Le pétrole plus haut rend moins probable une baisse rapide des taux et a même finalement poussé les traders à rebasculer vers un scénario de hausse ou au minimum d'absence d'assouplissement. La BCE a clairement expliqué qu'elle avait une probabilité d'augmentation de taux, d'accord, pour combattre l'inflation, mais on est clairement en stagflation, vous allez voir, on en parler juste après. Ensuite vient le risque budgétaire. Si les États doivent amortir le choc pour les ménages, il va falloir commencer à dépenser énormément, commencer à clairement mettre de l'oseille sur la table pour aider tout le monde, et surtout le risque de croissance. Une énergie chère abîme les marges, la consommation et l'investissement. Les marchés obligataires finalement ne pricent pas juste le pétrole, il price une combinaison d'inflation plus forte, de croissance plus faible et de finances publiques beaucoup plus contraintes. Le plus dangereux est peut-être la combinaison entre la volatilité des marchés et la fragilité de la structure. On signe que par exemple les hedge funds représentent quasiment 50% des volumes échangés sur les marchés de dette publique britannique ou de la zone euro selon des données de 2025. Ça apporte de la liquidité en temps normal, mais en phase de stress, lorsque beaucoup d'acteurs veulent réduire les mêmes positions au même moment, ça peut amplifier les mouvements. En gros, un marché très financier peut sembler profond quand tout va bien,
Mais quand le choc survient, ça devient brutal. C'est pour ça qu'en fait, sur les marchés obligataires, malgré toute la merde qui nous a été mise au nez, excusez-moi du terme, mais aujourd'hui, d'accord, vous avez par exemple des rendements obligataires qui, quand en fait ça s'affole, vous voyez par exemple en 45 minutes, vous avez des très gros gaps, d'accord, des très très gros mouvements, ça bouge très très fort. Pour la bonne et simple raison que, en fait, on va récupérer les niveaux, c'est de l'imbalance, hein, vous le savez bien ce que c'est on va récupérer les niveaux, on peut les récupérer, gros mouvement ici, gros mouvement ici, avec gros mouvement ici sur une annonce qui ne mènera à rien pour le coup. Donc ça reste important quand même de noter un peu tout ça. Et il y a ce qu'on appelle le spectre de la stagflation. Alors la stagflation, c'est pas un concept simple, mais en vrai, ça se comprend facilement quand même. Le mot stagflation est souvent utilisé à tort et à travers. Ici, ce n'est pas juste un effet de style, il est employé explicitement par la Commission européenne. Vous avez M. Vladis Dombrovskis qui a déclaré à l'Union européenne qu'on faisait face à ce risque d'un choc de stagflation, c'est-à-dire une situation où on a une croissance qui est faible, d'accord, qui coïncide avec une inflation plus élevée. Et ce chiffre, entre guillemets, cet impact, il l'a chiffré. Il a dit même avec une perturbation relativement courte, d'accord, des perturbations relativement courtes, la croissance de l'Union européenne, elle pourrait baisser de 0,4% à 0,6%, d'accord, 0,6 points à peu près. Et pourquoi c'est une configuration qui est si redoutée? Parce qu'elle place les banques centrales dans une situation extrêmement ingérable, comme vous le savez. Si l'économie elle a ralenti, la réponse normale, ce serait de baisser les taux pour assouplir finalement l'accès au crédit et relancer une période d'activité normale. Mais si l'inflation elle repart à cause de l'énergie, baisser les taux trop tôt, ou les baisser carrément trop fort, ça risquerait d'alimenter encore davantage des prix et surtout de désancrer les anticipations. A l'inverse, maintenir une politique monétaire ferme pour éviter une seconde vague inflationniste revient à accepter davantage de faiblesses économiques. C'est cela le cœur de la stagflation, un choc d'offres qui dégrade simultanément les deux variables de la politique monétaire qui, justement, est censée être là pour la stabiliser. Donc en gros, l'enchaînement économique, il est assez implacable. On a une énergie plus chère, donc des coûts de production qui sont plus élevés, des entreprises qui sont obligées d'augmenter leurs prix pour rester dans leur marge bénéficiaire, ou d'absorber le choc de leur marge. Par exemple, imaginons qu'ils font 30% de marge à la base, ils vont faire 15% de marge en moins. D'accord, mais bon, c'est pas bon parce que s'ils ont des charges d'exploitation qui sont absorbées, ils ont besoin, par exemple, s'il y a un énième choc, en fait, ils ont besoin de trésorerie, donc ils ont besoin de gagner leur vie quand même. Donc si elles augmentent leur prix, l'inflation remonte aussi parce qu'il y a plus de masse. Si par exemple vous vendez quelque chose à 20 euros puis vous le vendez à 40 euros, vous avez par exemple 20 euros de plus qui sont émis dans l'économie. Si elles absorbent le choc, leur marge se dégrade, elles investissent moins, inévitablement parlant, d'accord, donc elles embauchent moins ou coupent ailleurs, elles peuvent simplement licencier des gens. Dans les deux cas, l'activité ralentit. Du côté des ménages, la hausse du carburant, de l'énergie, finalement rogne le revenu disponible, ce qui pèse sur la consommation. Du côté des États, la tentation est de soutenir les ménages, évidemment, de les aider, mais au prix d'un déficit plus élevé. Et du côté des marchés, l'idée d'une désinflation rapide s'efface, inévitablement parlant. Le résultat, c'est une croissance molle et une inflation qui colle encore plus longtemps que prévu. Et c'est un risque qui n'est pas seulement théorique, d'accord? Vous avez le PMI de la zone euro qui montre déjà des prix industriels qui ont explosé, des délais de livraison qui sont encore dégradés, une croissance qui est proche de l'arrêt. Cela signifie que la stagflation n'est pas encore installée au sens plein, mais que les symptômes précurseurs sont déjà visibles, pression sur les coûts, activité molle, confiance affaiblie et banque centrale plus nerveuse. Le pire, finalement, dans un épisode de stagflation, c'est qu'il fatigue tout le monde à la fois. Les ménages voient les prix augmenter, ils n'ont plus assez de sous, par exemple, pour sortir, ou bien même pour manger convenablement parlant. Les entreprises, elles voient leurs coûts monter. Les banques centrales, elles perdent de la flexibilité. Les États, ils perdent de la marge budgétaire. Et les marchés, ils perdent le confort d'un scénario simple. C'est pour ça qu'un choc pétrolier durable est toujours bien plus dangereux qu'une simple hausse ponctuelle du baril. Et je l'avais dit, dans l'économie, il y a deux crises qui sont les pires qui peuvent exister, la stagflation et la déflation. Ça, c'est une cata. Quand vous n'avez pas relancé l'économie, c'est très 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 compliqué. Donc, par la suite, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un paradoxe stratégique des États-Unis. Et c'est peut-être la partie la plus intéressante de notre dossier. Sur le papier, il faut comprendre que Washington a intérêt de contenir l'Iran, à rassurer les alliés régionaux, à garantir les libertés de navigation et à maintenir la crédibilité stratégique américaine, parce que c'est eux qui ont décidé d'entamer le conflit. Mais en pratique, chaque degré de pression supplémentaire sur Téhéran augmente aussi le risque de désordre énergétique mondial, donc de choc inflationniste, donc de dégradation économique, y compris pour les États-Unis eux-mêmes. C'est
cela le paradoxe américain, exercer la coercition sans déclencher un choc qu'on ne pourra plus contrôler. Et le problème, il tient à la nature de l'adversaire et du théâtre, l'Iran. Ils n'ont pas besoin de gagner conventionnellement parlant face aux États-Unis pour créer des dommages stratégiques. Il leur suffit juste de rendre la zone trop risquée pour le trafic, de frapper sélectivement des infrastructures de Golfe, d'activer finalement leurs relais régionaux avec le Yémen, ou de laisser planer la menace d'un choc de choke point sur Bab el-Mandeb, Hormuz et d'autres. Même si les campagnes aériennes américaines et israéliennes ont dégradé des capacités iraniennes structurelles, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est du fait que Hormuz s'est fermé et que tout le shipping, entre guillemets, va passer. Donc en d'autres termes, Washington peut obtenir des succès militaires tactiques, tuer des gens, des militaires, décapiter, comme il l'explique si bien finalement, les dirigeants iraniens, mais la bataille économique globale, c'est l'énergie mondiale qui est prise en otage, d'accord ? Donc, forcément, c'est ce qui rend les opérations terrestres extrêmement sensibles. Le Pentagone prépare des opérations limitées, finalement, notamment autour de l'île de Kwarg, que vous connaissez, on en a déjà parlé, de Kwarg, peu importe, vous le connaissez, et des points stratégiques proches du front d'Ormuz. Sur le plan militaire, on comprend la logique, saisir un nœud pétrolier ou une île clé, réduire les capacités d'interdiction, finalement, reprendre l'initiative, mais sur le plan stratégique global, le risque est immense. Si une tentative de capture du territoire iranien ou d'un terminal comme Kwarg, par exemple, pousse Téhéran à frapper des pipelines, des raffineries, des terminaux, des installations, par exemple de dessalement ou quoi que ce soit, en fait on rentre dans un énième problème, d'accord ? Donc la victoire tactique se transformerait en désastre énergétique et humain à l'échelle planétaire. Il y a aussi un second niveau de paradoxe. La Chine, une large majorité du pétrole iranien exporté finit en Chine. Faire pression sur l'Iran peut donc être lu comme une manière indirecte de compliquer la vie énergétique de Pékin. Mais si cette pression déstabilise l'ensemble du marché mondial, la facture revient aussi aux consommateurs américains. Il faut comprendre que les Américains achètent beaucoup de choses en Chine, aux alliés européens et surtout à l'économie globale. En gros, les États-Unis peuvent gêner la Chine sur un flux particulier, mais ils prennent alors le risque de faire monter le coût mondial de l'énergie pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes. Et pour leurs partenaires, c'est une stratégie qui est potentiellement coercitive, mais jamais gratuite. D'accord ? Ici, vous le voyez bien, la Chine importe 90% du pétrole iranien. Donc en gros, l'Iran vend 90% finalement du pétrole à la Chine. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est combien représente le Moyen-Orient dans les importations chinoises, d'accord ? Parce que si toute cette partie-là du monde elle est perturbée, si vous voulez, ça risque d'être un sacré bordel. Donc on voit bien qu'ici, 20% de son pétrole, ça vient de Russie, d'accord ? Donc c'est en 2024, donc il y a quand même 2 ans, donc à mon avis, les chiffres doivent être un peu revus, je pense que c'est un peu plus ici. Mais malgré tout, vous voyez bien que le Golfe, ici, c'est énorme. C'est 14% de l'Arabie Saoudite, l'Iran, c'est 10, 11%, on est plutôt à 20% maintenant, enfin 11%, mais c'est 90% entre guillemets des exportations iraniennes, donc c'est quand même 11% du pétrole chinois. Mais ce qui nous intéresse, c'est tout le topo, de l'Irak, de Oman, etc. En gros, ici, la Russie, c'est à peu près 20%. L'Iran, c'est 11%. L'Arabie Saoudite, 14%. L'Irak, 10%. Oman, 7%. D'accord ? Et tout ça, c'est relié à Hormuz. Hormuz, ici encore. D'accord ? Donc on va calculer combien ça fait au total. Donc si jamais on a un conflit qui dure encore plus longtemps, pour la Chine, c'est très délicat. Parce que l'Iran tout seul, pour la Chine, c'est entre 10 à 11% du pétrole chinois. Mais Hormuz perturbé, c'est entre 30 à 40% du brut de la Chine. Donc en fait, on a un choc logistique. Si Bab el-Mandeb vient se rajouter, on est à peu près à 50% du panier énergétique de la Chine qui pourrait être perturbé. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement problématique. Donc en fait, la Chine, elle n'est pas seulement exposée à l'Iran, elle est exposée à l'architecture énergétique entière du Golfe. Donc si la crise, elle s'aggrave, l'Iran, elle est touchée, la Chine, elle est touchée, Hormuz est perturbé, Chine fortement touchée, Hormuz plus Bab el-Mandeb, choc énergétique et industriel mondial. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Washington doit gérer une contradiction politique interne. D'un côté, montrer la force et la cohérence de la posture de la dissuasion avec finalement une nécessité de protéger les routes maritimes, et de l'autre, un enlisement militaire ou un choc pétrolier prolongé qui pourrait rapidement dégrader la perception domestique de la stratégie américaine. Il faut comprendre qu'il y a une majorité d'Américains qui ne sont pas du tout d'accord pour tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est une posture de pression maximale, mais sous contrainte de coûts politiques, économiques et stratégiques. Dites-vous qu'on a des probabilités pour potentiellement anticiper le fait que Trump peut être destitué des États-Unis. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est potentiellement trop grave pour l'économie. Au fond, le paradoxe stratégique des États-Unis tient en une seule phrase. Washington veut reprendre le contrôle du théâtre sans casser finalement le système énergétique mondial. Or, plus
il monte en pression pour établir ce contrôle, plus il risque de précisément casser ce système. Il y a autre chose, il y a quelque chose de très important aussi à noter, c'est que l'Iran, et ça on le verra demain sur Finology, c'est une des parties du monde où il y a le plus de réserves de pétrole sur la planète. Et vous allez comprendre pourquoi ils s'attaquent à l'Iran, mais j'en parlerai demain. C'est pour cela que cette crise est si dangereuse. Elle place la première puissance militaire mondiale face à un adversaire capable de transformer des détroits, des terminaux et des couloirs maritimes en levier macroéconomique global. Donc vous voyez que c'est le bordel. Est-ce que ça paraît compris cette histoire-là? Mais je pense que vous avez compris les interconnexions, le chaînage qu'il peut y avoir entre tout ça. Et si vous voulez, il y a un autre aspect philosophique qui vient se mettre sur la table, c'est qui a vraiment fermé le détroit d'Ormuz? On sait que c'est les Iraniens, mais qui a vraiment voulu qu'il soit fermé? Parce que depuis le début de la crise au Moyen-Orient, il y a un récit qui domine. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, ce qui a provoqué une onde de choc sur les marchés, et j'en passe. Mais vous avez certains analystes que je suis, et qui proposent une ouverture très intéressante à ce sujet, c'est et si la fermeture d'Ormuz ne résulte pas uniquement d'une décision militaire iranienne, et si dans les faits, le verrou venait aussi du système financier occidental lui-même. Et c'est une idée qui est évoquée par monsieur Anas Alji, qui est spécialiste reconnu des marchés de pétrole et du gaz, parce que selon lui, finalement, comme il est dit en anglais, who actually closed the Straits of Hormuz, et bien en fait, derrière cette phrase, il faut comprendre qu'il se cache une réalité qui est souvent ignorée du grand public. Le commerce maritime mondial, il ne dépend pas seulement de la géographie ou de la puissance militaire, comme vous le savez. D'accord? Il dépend aussi du système d'assurance. Et dans le transport pétrolier, les navires, ils ne peuvent pas seulement décider de traverser une zone de guerre. Les compagnies d'assurance, comme vous le savez, doivent accepter de courir le risque. Or, la majorité de ces assurances, elles sont concentrées dans quelques places financières occidentales, notamment Londres, comme on en avait déjà parlé. Et au-delà de ça, les Américains font aussi partie des plus grands vendeurs de GNL du monde. D'accord? Ça signifie quoi? Une fois que le conflit sera terminé, ils vont dire alors, attends. On va parler 2 minutes. Tu t'es rendu compte de la dépendance que tu avais par rapport, par exemple, à Bab el-Mandeb et le canal de Suez, ainsi qu'Ormuz. Ce qu'on te propose, c'est que tu nous achètes plus de pétrole à nous qu'à eux. Parce que si jamais tu as un énième conflit plus tard, à ce moment-là, tu pourras, inévitablement parlant, entre guillemets, te couvrir. Ça, c'est une hypothèse qui fait partie du jeu. De plus, ce qu'il faut saisir, c'est qu'actuellement, si les Américains viennent à s'attaquer à l'île de Kharg, l'Iran va devoir passer au niveau supérieur. Et vous avez une des pipelines actuellement les plus importantes de la planète, c'est celle-ci, c'est la Est-Ouest Pipeline, qui relie Mumbai à Yanbu, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Et si cette pipeline est bombardée, d'accord, les 7 millions de barils qui circulent tous les jours ne pourront plus circuler. Parce que ici, comme vous le savez, le 3 d'Ormuz, c'est à peu près 20 millions de barils par jour. Donc là, on est bien en dessous de ce qu'on fait quotidiennement. Mais ça reste toujours ça, 7 millions, d'accord? Si ici c'est bloqué, si ça c'est bombardé, ça continue d'être fermé, il peut dire que c'est compliqué. C'est-à-dire que l'artère énergétique de la planète, elle est là, elle est aussi ici, mais elle est surtout là. D'accord? Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc inévitablement parlant, si les assureurs ils décident qu'une zone elle devient trop dangereuse, comme vous le savez, les primes elles vont exploser, voire même on les couvre plus du tout. Et dans ce cas, même si le détroit il reste physiquement ouvert, les navires ils cessent d'y passer. D'accord? Parce qu'en fait ils sont pas assurés, si jamais ils se font tirer dessus, que le navire il coule, la compagnie d'assurance elle remboursera pas le navire qui est tombé à l'eau. Donc autrement dit, les détroit peut être fermé sans qu'aucun navire puisse passer, comme vous le savez. Et donc la question c'est qui détient réellement le pouvoir de fermer les routes énergétiques du monde? Et c'est précisément la question qui rend la crise actuelle beaucoup plus profonde qu'un simple affrontement régional. Peut-être qu'encore une fois, c'est un deal maker absolument gigantesque qui fait qu'on s'attaque surtout à l'Iran parce qu'on veut renégocier éventuellement les ventes d'énergie par la suite. Et ça, c'est une hypothèse qui monte en flèche actuellement dans les interprétations économiques. Comme vous le voyez ici, Hormuz c'est fermé, il n'y a rien qui passe, d'accord, encore une fois, depuis le début du mois. Là, vous avez tout ce qui concerne, entre guillemets, les projectiles, les drones et tout ce qui peut se passer, d'accord? Et donc les grands perdants de la crise, c'est la partie justement qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui, qui gagne, qui perd, qu'est-ce qui se passe techniquement parlant sur les marchés et surtout qu'est-ce qu'on doit écouter et observer.